L'économie sociale et solidaire a besoin de ses militants. Et c'est ce qu'a l'habitude de dire le président, M. Théodore Warraud, le président de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Les militants, ce sont des femmes et des hommes comme vous et moi qui s'impliquent, qui défendent des valeurs, des causes et des principes. Et l'économie sociale et solidaire est un moyen permettant à ces militants de développer leurs actions, de défendre leurs causes, et de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, émanciper des individus, émanciper des territoires et émanciper également des collectifs. Mais l'économie sociale et solidaire est donc une caisse de résonance nécessaire pour l'acte militant. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire est-elle encore cette caisse de résonance? Permet-elle aux militants d'agir et de s'exprimer? Porte-t-elle la parole des militants? L'ESS est-elle encore libre au regard des évolutions conceptuelles, théoriques, philosophiques, légales qui ont accompagné son évolution depuis tant d'années? C'est les questions sur lesquelles nous allons travailler dans le cadre de cette table ronde à travers nos invités et également les étudiantes de la licence professionnelle de l'économie sociale et solidaire qui vont nous porter la bonne parole de cette promotion. Avant de vous présenter les invités autour de cette table, je souhaiterais répondre à une question d'un internaute, Gaët, qui nous demande est-ce qu'on pourrait aider les étudiants non boissiers qui ne sont pas forcément aisés. Alors, je n'ai pas toutes les informations concernant cette question et du coup je vais l'interpréter à ma manière en disant que même à l'Université de La Réunion, nous avons de l'économie sociale et solidaire. Il y a des associations qui existent et notamment les associations d'étudiants. Et récemment, il y a un an ou deux, une association d'étudiantes a créé un restaurant solidaire pour permettre à des étudiants qui ont du mal à finaliser leur fin de mois, de s'en sortir. Et donc, il y a eu cette solidarité au niveau alimentaire, mais pas que. La boutique solidaire, il y a un restaurant solidaire, mais il y a aussi une boutique solidaire. Donc, des étudiants qui se sont regroupés dans une logique de solidarité afin d'aider ceux qui sont le plus en difficulté. J'espère avoir répondu à cette question. Et nous passons, et merci Gaët pour cette question, cette interrogation. Et nous passons... Sur la deuxième question. Oui. Une deuxième question qui nous parvient de Cédric qui nous demande comment conjuguer social et intérêt économique. Gilles a abordé un peu cette thématique-là, mais est-ce que tu souhaiterais apporter... Juste dans la continuité de ce qu'avait apporté Gilles, concrètement, conjuguer le social et les intérêts économiques productifs des entreprises de l'ESS, il n'y a pas de recette. Ça reste quand même un exercice où on mêle à la fois des compétences propres, mais aussi des enjeux portés par le collectif de la structure. Et cette conjugaison du social et de l'économique, c'est tout le défi que beaucoup d'entreprises de l'économie sociale et solidaire essayent de mener au quotidien, sachant qu'on ne passe pas sur le même niveau le social, l'économique et le solidaire. Le social reste quand même la finalité, l'économique demeure le moyen, et le solidaire, la façon de faire. Et cette combinaison-là, c'est des doubles, triples compétences qui sont nécessaires à tout entrepreneur de l'économie sociale, à pouvoir gérer au quotidien cet équilibre entre... tous ces enjeux, tout simplement. Merci. Autour de cette table, nous avons un certain nombre d'invités. Samuel Ablancourt, qui représente la Ligue de l'enseignement. Michael Abella, qui représente le CRIJ. Et Jean-Hugues Grondin, qui représente l'ASCOPAD. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et nous avons deux étudiantes. On parlait d'égalité. Il n'y a pas d'égalité malheureusement, mais vous êtes quand même deux. Et nous allons écouter vos questions. C'est moi qui ouvre le bal avec une question relative au financement. Beaucoup de structures réunionnaises d'ESS sont dépendantes de dispositifs de financement public. Selon certains acteurs et certaines recherches, ces dispositifs ont une influence sur les structures. Donc, par exemple, les dispositifs impliquent parfois un décalage avec les valeurs des structures. Le temps de gestion des modalités des dispositifs de financement peuvent impliquer une professionnalisation des dirigeants. Et les appels à projets sont susceptibles de générer une concurrence entre les différents acteurs de l'ESS.
Donc la question est, était-ce une évolution nécessaire à l'ESS et comment repousser ces limites? Jean-Hugues, toi qui t'es extirpé de ces problématiques en créant une coopérative. Est-ce que le fait d'avoir créé la coopérative répond à toutes ces questions-là? Je reste un petit peu dubitatif quand même. Parce qu'il est nécessaire, à mon sens, l'évolution qu'on a connue à travers la loi, de mieux encadrer ce qu'est ou ce qu'était l'ESS, pour donner vraiment un champ et une limite aussi, un cadre, voilà le mot, à nos activités. Maintenant, au niveau de ce financement, peut-être que je n'ai pas tout retenu, mais je vais prendre le premier mot que j'ai retenu, c'était la formation des dirigeants. Je pense que ça aussi, c'est un mal nécessaire. Aujourd'hui, sauf si vous voulez construire une équipe d'animation ou de bénévolat ou des choses comme ça, même ça, quelque part, il vous faut quand même un petit peu maîtriser certaines petites notions d'économie ou de droit. Quand vous vous lancez dans une entreprise, quelle qu'elle soit, en plus, quand c'est de l'économie sociale et solidaire, il faut se former. On ne pourra pas passer ce cap-là si on veut réussir le projet qu'on va porter. J'ai dit souvent, aujourd'hui, il y a beaucoup de structures, d'organismes qui accompagnent des porteurs de projets, qui mènent, qui faut voir un petit peu la faisabilité économique de leur projet. Mais derrière, il faut aussi être capable de dire à la personne qui porte le projet, l'idée est bonne, il y a de la matière, mais peut-être qu'il faut aussi se donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Et comment se former pour atteindre ces principes-là. Ce qu'a dit Frédéric tout à l'heure, dans l'ESS, il y a le social en premier, la solidarité, mais il y a aussi le E de l'économie. Et sans cette économie-là, aucune entreprise ne peut progresser. Donc il faut connaître un petit peu de gestion, il faut effectivement se former en tant que dirigeant pour pouvoir mener à bien le projet et partir. Ensuite, sur la deuxième partie de la question, c'était sur le décalage, en fait, avec les valeurs que peuvent impliquer, en fait, les dispositifs de financement. Si vous êtes droit dans vos bottes et que vous avez vos valeurs, ça, il ne faut jamais les relâcher. Vous voyez, pour moi, la valeur que quand vous construisez quelque chose, il faut rester là-dessus. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, pour des questions de trésorerie, des questions de finances ou des questions autres, arrêter vos valeurs. Ça, c'est pour moi. Je parle de mon expérience, ce n'est pas possible. Et ces valeurs-là, quand elles se construisent avec l'humain en face, dans le social, dans le projet, vous ne pouvez qu'avancer. Parce que quelque part, quel que soit le produit ou les résultats que va amener votre projet, vous aurez toujours cette idée de dire, il y a un partage, il y a de l'humain de l'autre côté, il y a des valeurs auxquelles je tiens, et je vais pouvoir travailler sur ces valeurs-là. Ensuite, qu'il y ait une concurrence entre les différents acteurs, je vais le dire en créole, le soleil lève pour tout le monde. Maintenant, dans la façon dont vous attaquerez, entre guillemets, votre projet, dans la façon dont vous allez chercher les financements pour essayer de les valoriser, de la façon dont vous allez exploiter votre affaire ou gérer votre entreprise, je reprends mon mot petite, de la façon dont vous allez répartir le résultat de cette entreprise, c'est de tout ça qu'il faut que vous ferez la richesse de votre entreprise et de l'ESS. Il ne faut pas se dire, il y a de la concurrence, ça va gêner. La Scopad, pendant longtemps, j'ai porté aussi des, entre guillemets, aujourd'hui, c'est pas péjoratif, hein, des petits appels à projets qui me permettaient justement de mettre un peu de beurre dans les épinards. Aujourd'hui, je considère que je fais suffisamment de mon travail principal pour dire que quand il y a des appels à projets et que des petites structures ont besoin de moi en tant que partenaire, je les aide comme ça. Ils peuvent profiter de mon public, ils peuvent profiter de mon interprétation, mon intégration sur le territoire pour monter des projets et s'appuyer sur mes structures. Ça, on arrive à faire. On arrive à faire parce que la recherche première, ce n'est pas d'aller rechercher de la rentabilité à 300%. C'est de pouvoir équilibrer, pouvoir continuer à grandir. Je fais de l'économie, hein, j'ai besoin aussi de grandir. Mais en même temps, on peut aussi aider le territoire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais bon. Merci. Samuel, Michael, évolution des dispositifs, appel à projets, sollicitation des fonds européens, diminution des subventions, professionnalisation liée à l'hybridation des ressources. Comment vous vous positionnez par rapport à tout cela, vous qui êtes familier du coup désormais à ces problématiques?
Alors, tout d'abord, franchement, je voulais vous dire merci de m'avoir invité à la table ronde. Du coup, je suis Samuel Blanco, effectivement, chargé de mission vie associative à la Ligue de l'enseignement. Et en tant que tête de réseau, en tant que fédération, on accompagne un certain nombre d'acteurs, donc pas que des associations, on accompagne un certain nombre d'acteurs à pas mal de notions, notamment à la notion de gestion. Il faut savoir que du coup, concernant les associations, on a un certificat qui existe qui s'appelle le certificat de formation à la gestion associative, qui répond à une première demande en ce qui concerne le rôle du gestionnaire d'association sur le volet juridique et surtout les éléments que le responsable associatif doit fournir. Donc, le certificat de formation à gestion associative est un premier élément de réponse, mais ce n'est pas la réponse au final. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que les structures associatives, effectivement, on va dire, professionnalisent de plus en plus leurs administrateurs, tout simplement parce qu'il y a une réalité qui est demandée lors des demandes de subventions notamment. On ne va pas revenir sur les demandes de subventions au niveau local ou européen, mais il y a un certain nombre de critères auxquels il faut répondre, auxquels l'association doit être au fait. Et il est vrai parfois quand même que ces appels à projets aient un volet un peu dirigiste dans... Je suis désolé, hein, je pense qu'on on est là pour mais il y a un volet libérer la parole. dirigiste dans la formulation des appels à projets et dans les critères qui nous sont demandés. Ça me permet aussi de faire le lien avec les valeurs. Alors, à ce moment-là, nous, on pose la question en tant que structure qui accompagne les différents acteurs. Est-ce que, pour les associations, le projet associatif est-il bien défini? Est-ce que les valeurs sont définies dans le temps? Est-ce que ces valeurs-là sont faites pour être bougées ou... Donc ça, c'est vraiment un premier élément du coup, qui est demandé aux associations qui partent sur ces appels à projets avant même de proposer, on va dire, le projet. Et ensuite, effectivement, on va dire qu'il arrive un moment où nécessité oblige, certaines structures, on va dire mettre entre parenthèses certaines valeurs pour répondre à la commande publique. Alors, je ne dis pas que c'est la solution à apporter pour les structures associatives, donc la solution qui est de former les dirigeants associatifs et de mettre ces valeurs entre parenthèses, mais il est de la responsabilité, on va dire, de l'association qui propose et qui répond aux appels à projets, de s'affirmer et s'il faut à un certain moment de taper du poing sur la table et dire nous avons entendu, il y a des appels à projets, ça existe, oui, mais est-ce que le compte y est? On verra par la suite. Merci Samuel, je souligne ta fibre diplomatique, mais tu n'as pas à t'excuser puisque tu fais honneur à notre thématique qui est libérer l'économie sociale et solidaire et du coup on est là aussi pour libérer la parole des militants et tu es un fervent militant. Michael, on parlait de professionnalisme et de militantisme et de valeurs. Est-ce que le professionnalisme va à l'encontre de la défense des valeurs et du fonctionnement d'une association ? Alors bonsoir à toutes et tous. Pour moi, professionnalisme et valeurs sont compatibles dans le sens où, effectivement, comme l'évoquait mon voisin ou encore Samuel, il est important déjà de faire un état des lieux de ce que représente en fait l'engagement associatif, qu'il soit en termes d'action qu'on va porter sur le territoire, mais aussi de ce sur quoi on va opérer en termes de services qu'on va apporter à la population. La partie professionnalisme est indispensable. Si on fait un parallèle avec le fonctionnement associatif, donc le CRIJ est une association de loi 1901, imaginez-vous, vous prenez votre poste le 2 janvier de l'année et vous devez travailler jusqu'au mois d'octobre où vous allez toucher la moitié de votre salaire annuel à la fin du mois d'octobre, tout en étant opérationnel, présent à votre poste de travail et en faisant en sorte de produire ce que l'on vous demande. C'est ce que vivent au quotidien les associations, que ce soit en appel à projet ou en subvention, et en tant que dirigeant associatif ou tout simplement salarié, dirigeant ou non, on doit faire preuve d'un trésor d'imagination pour pouvoir justement mener à bien nos actions au quotidien, mais aussi d'avoir des partenaires, qu'ils soient associatifs, bancaires,
ou tout simplement en fait nos financeurs, pour aussi faire comprendre cette réalité de la vie associative qui est quand même assez singulière et particulière au quotidien en termes de fonctionnement. Donc du coup, effectivement, le professionnalisme en termes de gestion, en termes d'anticipation, en termes de veille aussi juridique pour anticiper sur les évolutions législatives, pour connaître ce qu'une heure de service apportée en fait aux différents territoires ou au niveau des différentes actions vont coûter, est indispensable justement pour mener à bien nos actions au quotidien. Merci pour cette réponse très intéressante, parce que nous notons finalement que c'est complémentaire et le professionnalisme permet également de valoriser tout le travail effectué par les bénévoles ou par les structures de l'économie sociale et solidaire. Deuxième question. Alors, puisqu'il s'agit de libérer la parole et l'économie sociale et solidaire, encore faut-il connaître ces cadres. Donc la seconde question est autour des cadres de réalité et interprétés de l'ESS. Au cours de son évolution, l'ESS a toujours fait débat et on observe différents cadres d'interprétation. Le cadre réglementaire, la loi 2014, et le cadre statuaire dans lequel se retrouvent et d'autres noms. Le cadre conceptuel, économie sociale, économie solidaire, activité marchande ou pas, l'entrepreneuriat social. Les dispositifs de financement, appel à projets, subventions. Ces différents cadres génèrent-ils de la confusion ou participent-ils à une meilleure compréhension de l'ESS? L'ESS doit-elle rester dans ces cadres? Frédéric, qu'est-ce que l'ESS aujourd'hui? J'aime bien les questions très ouvertes. Alors, voilà. Très simplement, la question des cadres, elle est super importante parce que derrière, il y a le désir de lisibilité et de visibilité sur l'économie sociale et solidaire. Alors oui, on a 1000 feuilles. On a énormément d'approches conceptuelles et de réalité par rapport à tout ça. La réalité, c'est que je n'ai pas de baguette magique pour vous dire demain, on va simplifier tout ça et que la complexité du monde dans lequel on vit, on va la résumer à une approche, un cadre. Si la question était de savoir est-ce que l'économie sociale doit rester dans ces cadres, elle ne serait pas l'économie sociale et solidaire. Parce qu'elle a toujours besoin d'avoir un pied à l'extérieur pour pouvoir innover, expérimenter. Et c'est ce qui explique certains acteurs, dans leurs sentiments aujourd'hui, en tout cas les témoignages que je peux recueillir, qui disent que la loi a peut-être un peu aussi mis un cadre un peu enfermant pour les initiatives, les innovations et les ouvertures possibles sur d'autres façons de faire. Donc oui, l'économie sociale doit toujours avoir un pied à l'extérieur pour pouvoir innover. Oui, les cadres, il y a des millefeuilles. Ces millefeuilles, on ne pourra pas les effacer parce que ça fait partie de la complexité dans laquelle on peut vivre aujourd'hui. Et je pense que la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on attend et quel regard on porte sur la finalité de l'économie sociale. Alors, il y a beaucoup d'ambiguïté et même beaucoup d'antinomie dans certaines approches. Jusqu'à maintenant, on regardait l'économie sociale il y a quelques années comme une économie de la réparation. Donc, on réparait un certain nombre de choses. Après, certains voyaient dans l'économie sociale une économie de la transformation. On essaye d'innover, d'expérimenter, d'ouvrir, voilà. Et puis, il y a l'économie de la réparation et de la transformation. Et du coup, entre ces trois approches, se pose la question aujourd'hui de, voilà, on est à La Réunion aujourd'hui, on a un territoire. C'est vrai que le regard porté par certaines institutions ou même par certains acteurs ou familles de l'économie sociale, c'est que l'économie sociale doit toujours jouer ce rôle historique de réparation. Et c'est important vu la situation sociale et économique dans laquelle on peut se trouver. Mais ce n'est pas la seule forme et la seule finalité que doit jouer l'économie sociale et solidaire. Il y a des enjeux de transformation, il y a des enjeux aussi de réparer et transformer. Et tout l'enjeu pour moi, c'est cadre ou pas cadre, c'est d'aller vers cette finalité et fixer cet objectif commun ensemble. Merci pour ces précisions. Est-ce que parmi nos invités, vous faites face également à cette confusion désormais concernant l'économie sociale et solidaire avec cette profusion de nouveaux termes, de cette loi qui a été créée? Est-ce que ça a clarifié finalement les interventions ou pas? Ok, comme tu veux. Je vais peut-être aller à contre-courant, mais c'est vrai qu'en tout cas, sur ce qui est défini en termes d'économie sociale et solidaire sur la loi de 2014 ou dans nos pratiques au quotidien, moi je retiens trois choses qui pour moi sont très simples. C'est l'intérêt général, un fonctionnement démocratique et faire en sorte en fait de réinvestir ce que l'on produit dans le fonctionnement de la structure. Donc c'est vrai que pour moi ça reste quand même
Je parle d'un point de vue de définition, en termes d'engagement et en termes d'action que l'on met en place sur le terrain, quelque chose de clair et net. Après, effectivement, il y a beaucoup de cadres, mais on a aussi une forte capacité, à mon sens, en termes d'innovation. On a des appels à projets, effectivement, qui donnent le pied, l'élan pour mettre en place de nouvelles actions, de nouvelles expérimentations. La problématique, ensuite, est celle de la pérennité. Quand on a expérimenté pendant 1 an et que le projet a fonctionné, comment trouver ensuite les ressources nécessaires pour faire perdurer une action qui a fait ses preuves sur un territoire et qui a pour objectif d'être essaimée sur le niveau national. Donc on a différents appels à projets, effectivement. Il y a la capacité aussi de créer nous-mêmes des actions. On a, à mon sens, en fait, que ce soit au niveau des collectivités ou au niveau de l'État, une capacité à créer des projets, à proposer de nouvelles actions. La problématique ensuite est que les gestionnaires ou les personnes qui instruisent nos demandes comprennent le caractère innovant, que ce soit en termes de coopération, de nouveaux services qui sont mis en place sur le territoire. Du coup, à mon sens, et au niveau du CRIJ de façon générale, on trouve que certes, effectivement, on a beaucoup de cadres qui sont mis en place, mais on a quand même une capacité assez importante à pouvoir innover à partir du moment où, justement, on arrive à mettre en place les actions et les preuves nécessaires pour justifier cette innovation et cette nécessité sur le territoire. Merci. Oui, Jean-Hugues. Merci. Comme Patrick a dit, l'ESS, on a besoin d'innover. On a besoin de temps d'expérimentation sur certains projets, et les appels à projets peuvent aussi être la source de ça. Pendant 1 an, pendant un certain nombre de mois, de mener à bien des expérimentations et de voir comment ça marche. Parce que somme toute, derrière, moi je suis une entreprise. Je suis une entreprise commerciale. Donc je ne suis pas association. Je suis une coopérative. Donc ça implique des droits, peut-être aussi des devoirs aussi, mais beaucoup de droits auxquels je dois me soumettre, notamment au droit fiscal, et aller faire comprendre ça à mon principal financeur, c'est le départ de la Banque de la Réunion, qui est habitué à travailler avec des associations, sans TVA, sans impôts, sans ceci. Il faut toujours expliquer et faire comment pourrais-je dire, de la pédagogie sur nos façons de travailler, nos approches. Mais encore une fois, à mon sens, l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas aussi que, sans être péjoratif, des associations. Et tout à l'heure, quand je dis il faut qu'on se forme, il faut que les futurs dirigeants de demain de vos projets, vous soyez formés. Parce qu'il faut peut-être s'ouvrir. On a besoin de voir, après l'expérimentation, comment le modèle économique devient viable. Il est évident qu'on ne pourra pas toujours bénéficier de subventions qui dépendent de Pierre-Paul Jacques. Quand je sais pertinemment, je suis aussi administrateur de la CRES, des difficultés que ça représente d'avoir les fonds européens, le temps qu'il faut attendre, il faut avoir le concours bancaire, tout ça, ça génère des frais. Comment on fait ? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas essayer de diversifier aussi son chiffre d'affaires? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de diversifier ses ressources? Comment on peut travailler? Et est-ce que le modèle en lui-même économique qu'on veut créer, personnellement, à travers le groupement d'entreprises, je suis Scopad, on a créé aussi un groupement d'entreprises dans les domaines des services à la personne avec 7 autres confrères de la place. Nous avons eu une première subvention la première année pour nous permettre de démarrer. Maintenant, ça fait 3 ans que l'association groupement d'employeurs existe, avec des hauts et des bas, hein, c'est jamais facile tous les jours. Mais pour le moment, elle existe. Parce qu'à côté, une fois que la subvention passée, on a essayé de créer un modèle qui tient la route. Maintenant, quelle est la finalité? Comment on va pouvoir tenir? Est-ce qu'il est possible d'amener d'autres personnes ou d'autres entreprises vers ce modèle? Et l'idée, c'était de mutualiser de la main-d'œuvre dans nos domaines. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs entreprises, 7 entreprises sont groupées pour faire cela. Donc, il y a une certaine diversification. Aujourd'hui, le GE ne perçoit 0 centime de subvention. Et pourtant, on tient la route. Voyez, et c'est ça, d'essayer de chercher. On est toujours sous le statut associatif, par contre. Hein. Le statut n'a pas évolué. Mais de faire évoluer le statut, de faire évoluer aussi la diversification des financements. Tout à l'heure, on parlait des entreprises. Moi, je suis une entreprise privée, comme je viens de vous dire. Il y a des entreprises de commerce ou de négoce, mais qui peuvent prétendre à l'appellation ESUS, le label ESUS. Donc, tout va dépendre des finalités que mène l'entrepreneur ou les entrepreneurs qui portent le projet. Vous voyez, comment je vais travailler? Qu'est-ce que je vais faire de ma productivité? Qu'est-ce que je vais faire de ma rentabilité? C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser aussi, hein, pour ouvrir le débat. Je n'ai pas la solution parfaite. Hein. Merci. Voilà, merci. Samuel? Alors, du coup, pour compléter, pour faire écho à la fameuse loi de 2014, du coup, si je devais retraduire une action au local, du coup, qui s'est passée suite à cette loi de 2014, du coup, je citerai
cette fameuse charte des engagements réciproques entre l'État, les institutions publiques et le tissu associatif. Donc, effectivement, suite à cette charte d'engagement réciproque qui a été signée par divers partenaires, il y a un certain nombre de cadres, du coup, qui ont été définis. Et si je devais rajouter une petite boutade qui n'en est pas vraiment une, malgré le cadre, nous, en tant qu'acteurs de l'éducation populaire, j'allais dire, de l'économie sociale et solidaire, c'est lié en même temps, les deux sont liés, effectivement. J'ai envie de dire que pour les coopératives, les entreprises d'utilité sociale, les associations, ça fait plus de 150 ans, en fait, je pense qu'on a inventé le concept de la disruption. Du coup, on casse les codes. Nous, on casse les codes. Donc, il y a un certain nombre de cadres, mais quand on voit que le cadre n'est pas suffisant ou il y a un manque quelque part, on n'hésite pas à aller en dehors du cadre pour aller expérimenter, tester des choses et apporter des solutions. Donc, le cadre existe, il est vrai, mais selon moi, même s'il apporte des contraintes, on peut faire en sorte de faire émerger certaines choses. Merci. Nous passons à la dernière question. Alors, comment parler de la libération de l'ESS sans parler des militants? L'ESS n'existerait pas sans militants pour défendre, et notamment ses principes et ses valeurs. Les militants et bénévoles constituent souvent un moteur pour les structures. Mais dans la durée, leur parole est-elle toujours écoutée? Et quels sont les moyens dont disposent désormais les militants pour s'exprimer? Merci pour cette question. Et là, je vais me retourner du coup vers les têtes de réseau qui fédèrent des associations d'éducation populaire, et on sait quelle est la place de l'éducation populaire dans l'économie sociale et solidaire. Et nous savons aussi quelle est la place des militants dans l'éducation populaire. Est-ce qu'aujourd'hui, ces militants se plaignent, entre guillemets, ou sollicitent de nouveaux espaces pour pouvoir agir? Est-ce qu'ils arrivent encore à agir comme jadis? Alors, Samuel. Merci. Alors, j'aime bien, ça a été balancé comme ça. Ah oui. Les militants, comme jadis, en fait, j'ai envie de faire un petit retour en arrière. Depuis 1866, on va dire. Là, je fais un peu de... oui, je parle un petit peu de la Ligue, désolé. Du coup, Jean Massé a lancé un appel, du coup, à la création de mouvements qui permettraient l'émancipation du citoyen, la vulgarisation, Dieu savoir, et a appelé, en fait, à créer de grands mouvements de militants. Donc, je pense que pas que depuis 1866, depuis bien avant, les militants existent et évoluent au fil, on va dire, au fil des siècles, au fil des saisons, même si on veut. Les militants ont toujours eu une force, on va dire, de s'approprier l'espace public. Du coup, donc, l'appropriation de cet espace public, elle s'est faite dans la rue. Aujourd'hui, elle se fait aussi, du coup, dans les médias, à travers les réseaux sociaux, et les structures du coup d'éducation populaire, d'économie sociale et solidaire n'ont pas peur du coup de dire effectivement nous réinventons systématiquement le militantisme. Aujourd'hui, un militant, c'est pas juste quelqu'un qui est encarté, c'est quelqu'un qui choisit son engagement et qui s'inscrit dans la durée auquel elle désire s'inscrire. Donc du coup, moi je pense que voilà, le militantisme, on n'aura de cesse de le réinventer, avec ou sans les têtes de réseau d'ailleurs. Merci. Mickaël? Juste en termes de complément, c'est vrai que, je veux dire, en termes de militantisme, on a souvent, en tout cas majoritairement, tendance à opposer bénévolat et salariat dans le cadre des associations, qu'elles soient d'éducation populaire ou pas d'ailleurs. Un peu plus de 13 000 associations à La Réunion. Moi personnellement, si je parle au niveau du CRI, je suis effectivement salarié d'une association de loi 1901. Administrateur suppléant du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire, donc le CRAGEP, et à ce titre à double niveau, où je fais le pont avec mon propre conseil d'administration au niveau de mon association, mais aussi on s'investit au quotidien au niveau du CRAGEP. Et effectivement, les espaces de parole existent, il est vrai.
sous différentes formes, sous différentes organisations. La nécessité de laisser exprimer les bénévoles est indispensable parce que sinon on a un risque de disparition de ce qu'est l'essence en fait d'une association de loi 1901. Mais d'un autre côté aussi la nécessité d'avoir une forte cohésion et coordination entre l'équipe de bénévoles, d'engagés, de militants et l'équipe de salariés pour les structures qui ont des salariés est indispensable parce que d'un côté comme de l'autre, on peut avoir une des deux parties qui se sent soit abandonnée, soit non comprise, ou du moins pas incluse en fait dans le processus d'organisation. Merci. Tu soulèves cette problématique liée à cette construction bicéphale du salarié militant et qui nécessite un management, un type de management bien particulier. Jean-Hugues, au regard de ton expérience, est-ce que tu perçois une évolution du militantisme dans le domaine de l'économie sociale et solidaire? Je ne sais pas si je suis la personne esqualité pour répondre à cette question, mais pour le peu que je fréquente, parce que dans les différents colloques où on intervient, où il y a quand même une forte présence du bénévolat. Il y a encore du militantisme qui se fait, il y a des gens encore qui tiennent à respecter certaines valeurs ou qui les défendent jusqu'au bout. C'est vrai que de plus en plus, ils demandent à être entendus. Parfois, je trouve que parfois ça l'est, comme vient de te dire, il y a beaucoup d'espaces aussi ouverts en lesquels on peut faire avancer les choses. Et puis moi j'aime à dire aussi, si chacun d'entre nous, à chaque fois que nous avons une petite idée, qu'on pense que ça peut être bien, et qu'on va voir notre élu politique pour lui dire, ce serait bien de penser un peu comme ça, si 5, 6, 15 personnes vont le voir, peut-être que ça peut faire avancer aussi, dès qu'on a des idées, et qui permettrait derrière d'ouvrir des portes à des expérimentations. Parce que je crois fort à cette façon de faire, de tester, de prouver que ça peut marcher. Et après, on voit vraiment dans le temps de l'expérimentation comment ça peut continuer. Si au bout de quelques temps, c'est vraiment trop difficile, on en revient. Mais il faut laisser cette parole-là, effectivement, aussi aux militants. Moi, malheureusement, heureusement, je ne fais pas travailler de bénévoles, j'ai que des salariés. Mais dans toutes les structures qui gravitent autour de la SCOPAD, il y a effectivement beaucoup d'associations qui nous sollicitent parce que quelque part, on a aussi un partenaire pour les soutenir dans certaines actions qu'ils mènent. Et nous aussi, entreprises, à nous parfois aussi de renvoyer l'ascenseur, comme on dit, pour dire qu'il faut essayer de se montrer présent, mais pas que dans un seul sens. Pas d'aller chercher les associations, les bénévoles quand on a besoin, parce qu'on a besoin d'animer des manifestations, parce qu'on a besoin de faire ci, mais de l'autre côté aussi, quand eux-mêmes, ils ont besoin de progresser, de pouvoir répondre aussi de temps en temps à leur appel. Merci pour... Oui, tu as répondu à la question. Et très bien même. Nous allons prendre du coup une question de Françoise qui nous dit il est aussi très difficile en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire d'être soutenu par les établissements financiers pour nos projets. Y aurait-il plus de soutien à ce niveau-là? Tu en parlais, Jean-Hugues, c'est-à-dire faire de la pédagogie auprès des établissements financiers, même si le monde de la finance, entre guillemets, concernant l'économie sociale et solidaire est également pluriel, mais c'est vrai que vis-à-vis notamment de certaines banques ou de certains financeurs, ils ont du mal à évaluer la qualité et la profondeur des dossiers relevant des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Tu souhaiterais compléter la réponse à cette question? Même je voudrais l'élargir, parce que la relation avec le banquier, quand vous arrivez, ce n'est pas vraiment l'économie sociale et solidaire qui va regarder en premier. Je peux être une entreprise aussi lambda et j'aurai peut-être les mêmes difficultés. Peut-être un petit peu plus, parce qu'on est de l'économie sociale et solidaire et souvent on a cette réduction à sociale, voire même pas solidaire, voire même pas économie. Donc quelque part c'est réticent. Mais ensuite, et peut-être aussi la loi de 2014, avec ses cadres et ses textes, a permis de trouver aussi des moyens de financement que peut-être tout le monde ne peut pas accéder, mais qui a des possibilités d'aller chercher. Je vous parlais tout à l'heure de l'ESUS qui permet d'avoir des financements fléchés, qui permet d'avoir des réductions fiscales pour les entreprises qui seraient soumises à l'impôt, mais qui est ouvert aussi à l'économie sociale et solidaire, genre association, ça par le champ d'activité. Il y a aussi au niveau des coopératives ou des différents mouvements des structurations financières qui nous permettent de taper. Il y a des accompagnants des boutiques à côté qui permettent aussi d'avoir un regard un peu plus
Je ne dirais pas un peu plus léger, parce que derrière, il y a aussi une faisabilité économique. Sauf que le risque est partagé. J'expliquais à un étudiant tout à l'heure, je vais reprendre mon exemple. Quand vous allez solliciter une banque économique et sociale, peut-être que le taux d'intérêt que vous allez payer sera légèrement supérieur que si vous allez dans une banque commerciale. Sauf que le risque qui fait courir sur votre prêt, sur votre avance de trésorerie, ben, il le mutualise sur les autres. Ce qui est que vous, si vous êtes bon payeur, vous allez payer, je dis des bêtises, 2,5% plutôt que 1,50% dans une autre banque. Mais ces 2,5% permettent de couvrir un risque sur un impayé qu'un autre porteur de projet ne pourra pas absorber. Voyez ? Et ça fait que cette mutualisation de moyens permet aussi à l'économie sociale de grandir et de monter. Des fois, c'est un petit peu difficile de l'entendre en tant que porteur de projet. Je ne sais même pas si mon projet est viable, et déjà on me demande de contribuer. Mais en même temps, dans cette contribution, ce n'est pas que le projet que vous portez, c'est aussi la mutualisation de toute l'ESS qui est derrière. Et ça, parfois, il faut aussi se mettre... C'est pour ça que je reviens toujours à mon idée tout à l'heure. C'est bien qu'autour de nous, aujourd'hui, il n'y a que des gens qui sont en train de se former. Donc bravo, félicitations. Mais c'est très bien. Parce qu'il faut se former à ça. Il faut se former aujourd'hui à ce qui est un peu de la gestion, à la recherche de la trésorerie, la recherche des financements, à monter un appel à projet. C'est vrai que ce n'est pas facile de pouvoir répondre. C'est très, très, très difficile. Mais en même temps, il y a des moyens. Vous voyez, le tout, c'est déjà, il faut y aller et puis se casser un peu le trognon. Voilà. Merci pour cette réponse. Je rappelle juste que la majeure partie des banques à La Réunion sont des banques coopératives et font partie de l'économie sociale et solidaire et sont administrateurs à la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Je ne dis ça, je ne dis rien. Il y a une question du public. Oui, bonsoir, Bec Jimmy. J'interviens ce soir à double titre. Le premier, c'est en tant qu'étudiant en master en management des associations, mais là, j'aimerais plutôt intervenir en tant que directeur de la Maison des associations de Saint-Benoît, et on est aussi identifié comme tête de réseau sur le bassin Est. Et je voulais revenir notamment sur la professionnalisation des bénévoles, en sachant que sur notre bassin Est, et je pense que je peux parler de manière générale sur l'île, on a beaucoup d'associations. Je peux même avancer un chiffre, près de 90% des associations qui n'ont pas employeuses. C'est-à-dire qu'elles sont administrées par des bénévoles qui sont comme vous et moi, qui travaillons, qui ne travaillent pas, et qui s'impliquent tous les jours pour faire fonctionner leur association avec un objet social très important. Et depuis tout à l'heure, je pense qu'on met l'accent sur l'économie marchande, mais on n'a pas mis assez l'accent, il me semble, sur l'économie non marchande, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas vendues, les choses qui sont faites au quotidien par des bénévoles auprès d'un public qui est dans le besoin ou qui sur les activités d'utilité sociale et qui ne sont pas vendues, mais qui font partie entièrement prenante de l'économie, c'est-à-dire que sans ces associations, sans ces bénévoles, il y a plein de choses de la société qui ne pourront pas voir le jour. Je parle des boutiques de solidarité, je parle des distributions de repas, je parle des associations des clubs sportifs. Combien de clubs sportifs n'ont pas d'éducateurs formés, enfin d'éducateurs payés? Tout ce pan de l'économie humain, et non plus financier. Et on disait, oui, les bénévoles, ils s'impliquent. Alors j'aimerais ici exposer ce qui arrive souvent, c'est les réunions, ou les formations, ou les formations pour les bénévoles. Ça se déroule quand? Le lundi, le mardi, le mercredi. Et de quelle heure à quelle heure? De 8h à 17h. Je sais pas. Je pose la question ici parce que les bénévoles m'interpellent. Vous mettez en place une formation, vous faites le lundi, le mardi. Comment on fait, nous? Alors je dis, ok, nous, Maison des associations, peut-être qu'on devrait faire le samedi. Mais les institutionnels, nos amis du département, de la région, des collectivités de l'État, leurs réunions, ils le font en journée. Alors comment on fait? Comment on fait, nous, bénévoles, pour concilier notre vie professionnelle, notre vie familiale et notre vie d'engagement citoyen et notre vie d'engagement dans notre association? Donc voilà, j'ai pas de solution, j'ai pas dit que j'en avais. Simplement des constatations et de se dire que le vivier et ce qui fait aussi la force du tissu associatif réunionnais, Michael parlait de 13 000, moi je parlerai plutôt de 16 000 d'associations. Tout ça pour dire en fait qu'on est très nombreux, à faire vivre le tissu associatif local et qu'il faut saluer l'engagement bénévole parce qu'il est sans ça, de toute façon, ce serait
ce serait vite fini. Et le principe de résilience tout à l'heure, notre capacité à surmonter les difficultés qui sont propres à notre territoire, je crois qu'elle prend un peu de sa source cette solution dans ce tissu associatif très vivace. Voilà, je voulais juste intervenir là-dessus. Merci de votre attention. Merci Jimmy pour ton intervention. Tu es un militant de première heure. Est-ce que vous auriez une solution à apporter à Jimmy du coup? Je suis une jeune étudiante en ASS, je peux apporter un début de réponse. Mais bien évidemment, la parole est libre. Alors tout en étant plasticienne, j'ai aussi travaillé dans une association à Montpellier qui était un centre d'art numérique. Donc nous avions à la fois des salariés, mais aussi des services civiques. Et moi j'étais en fait en charge justement du pôle transmission action éducative. Tout ça pour dire qu'en fait quand on est dans une entreprise ou une institution, il existe plein de dispositifs qu'on peut lever. Aujourd'hui même il y a du mécénat de compétences qui peut se faire. Et donc si tu veux solliciter une formation pour avoir plus d'impact par rapport à ton bénévolat associatif. Alors après, je ne connaîtrai pas les dispositifs. Je pense que M. Ablancourt ou M. Gardodi ou M. Annette en sauront plus que moi, enfin tous les intervenants qui sont autour là. Mais tout ça, en fait, il y a des possibilités quoi, pour trouver du temps pour ça. Et après, je te rejoins aussi sur la difficulté des fois du bénévolat. Par exemple, quand on est en situation précaire, il y a plein de gens qui sont en situation précaire qui s'investissent dans du bénévolat. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure d'une économie peut-être entre guillemets d'esclavage, quoi. Et donc il y a plein de choses évidemment à innover, mais il y a aussi des dispositifs qui existent. Mais encore faut-il que les porteurs d'associations soient au courant et que les bénévoles soient au courant. C'est peut-être sur ce plan-là qu'il y a un gros travail à faire et je crois qu'on commence à le faire ce soir avec cette web TV peut-être. Merci. Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comme Jimmy, Sergio Narayana, je suis en master management des associations. Moi, je voudrais revenir sur le militantisme et aller un peu plus loin. La question que je me pose, et c'est plus une réflexion aussi en même temps, c'est 2050, que seront nos militants, nos bénévoles? Poser cette question revient aussi à dire quelle était la typologie. Est-ce qu'on peut parler de profiler? La psychologie du militant des années 60-70 à La Réunion. Donc ma question c'est, a-t-on des études sur qu'est-ce qui pousse à l'engagement dans notre contexte réunionnais? Ça c'est intéressant d'approfondir, parce qu'on parle du militantisme, on cite le mot militantisme, mais ce sont des hommes, des femmes, qui s'il n'y a pas d'éducateurs diplômés, qui ne compte pas ses heures, le club ne peut pas assurer, pour ne prendre que l'exemple que Jimmy vient de citer. Donc, me semble-t-il, c'est déjà ce qui se fait très bien, qui a réussi, qui a traversé les ans, et en quoi il y a toujours un leader, une locomotive. Mais est-ce qu'il tient dans le temps? C'est la question, une sous-question, la question du profil du militant. Et puis, je prolonge cette question et réflexion, comme nous sommes à l'université, il y a des étudiants, chaque fois on se présente étudiants, oui, ben je l'ai fait, mais nous oublions de citer, je pense que nous sommes tous là, à un moment donné, militants. Qu'est-ce que militant? Donc déjà, dans le milieu associatif, et donc de parler de notre expérience, qui est sédimentée par un certain nombre d'expérimentations dans les associations où nous produisons, Jimmy. Nous vendons dans nos associations. Oui, prestation de service, l'acte, ça ne se réduit pas à la production et la vente uniquement au monde économique. Et je terminerai mon propos en disant que je pense aussi, comme avant de passer à l'essaimage dans l'économie sociale et solidaire, qui est récent, il faut aussi que les deux mondes s'enrichissent l'un l'autre. Le monde associatif ne peut pas être opposé au monde économique. Et souvent, Descartes a fait beaucoup de dégâts, mais laissons-le là où il est. C'est que, monsieur a dit tout à l'heure, le monde économique ne se plaint pas, mais aurait aimé un peu plus d'aide, alors que d'autres critiquent que le monde économique bénéficie déjà beaucoup d'aide. Inversement, je grossis le trait, c'était dit, des associations, de grosses associations. Peut-on parler encore d'associations quand on a un certain nombre de salariés? On connaît les catastrophes depuis l'ARCA, pour ne citer que celle-là, à La Réunion.
Donc, et qui ne payent pas l'impôt. Moi, je veux dire détourner l'impôt. Je force le trait, je le dis. Hein. Il faut être aussi provocateur et ne pas aller dans le même sens pour pouvoir produire la connaissance, je pense. Hein. Donc, c'est la disruption, le désaccord. Donc, je pense que c'est ça, aller aux profondeurs de qu'est-ce que militant de 2050, quelle est leur typologie et quelles sont les conditions pour qu'ils se maintiennent encore. Il y a la notion de valeur probablement, mais à mon avis, il n'y a pas que ça. Merci. Monsieur Narayana, merci pour votre question. Je vais l'utiliser comme tremplin. Qu'est-ce que le militant aujourd'hui ? Et là, je vais me tourner vers Frédéric Annette en tant que porte-parole de la CRES et du président de la CRES. Le président de la CRES, comme je le disais, accorde beaucoup d'importance au militantisme. Et quand vous discutez avec lui, la première chose qu'il met en évidence en vous parlant de l'économie sociale et solidaire, c'est de la place du militant au fil de l'histoire, passé, présent, mais également futur. Et il est important pour lui, dans le cadre du mois de l'ESS, de mettre ces individus qui défendent des valeurs, des causes, de manière très saine et sereine, en lumière. Donc, Frédéric, aujourd'hui, quel est le combat que mène le président de la CRES à travers le militantisme ? Écoutez, c'est toute la thématique du mois de l'ESS, l'ESS en toute liberté. Donc l'idée derrière, c'est donner la parole vraiment aux acteurs, aux militants, à ceux qui font l'économie sociale et solidaire au quotidien. Et il faut savoir que quand on regarde un petit peu les données, un petit peu stats en détail, 80 à 90% des organisations de l'économie sociale sont composées de militants. Alors je ne parle pas bien sûr du concept de militants salariés, de ceux qui défendent une cause et qui vont bien au-delà de leur propre contrat, et que l'économie sociale et solidaire, si demain on se lançait le défi d'une journée sans l'action de tous ces bénévoles et militants, vous verrez que la Réunion serait dans un drôle d'état. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est bien sûr de redonner cet espace, parce qu'on parlait d'espace de liberté et de partage. La Web TV aujourd'hui est un peu ce premier vecteur qui permettra aussi, j'espère, de donner cette parole aux militants de l'économie sociale et solidaire. Le combat qu'on veut mener, nous, c'est que les dirigeants de l'économie sociale et les militants de l'économie sociale aient de plus en plus de place dans tous les enjeux et débats qui concernent l'évolution du territoire et de l'économie sociale et solidaire. Sans langue de bois, la question qui peut être un peu sous-jacente par rapport à l'intervention, aux interventions, c'est est-ce que nos dirigeants seront-ils encore militants dans quelques années ? Et là, la réponse, elle est un peu dans le concept que moi je l'appelle de foi militante. Parce que cette foi militante, elle existe et je vois que toutes les grandes entreprises de l'économie sociale, ou même celles qui ont survécu à de nombreuses crises et obstacles, elles ont derrière eux toujours des militants derrière. Il n'y a jamais eu de grandes entreprises de l'économie sociale que j'ai vu ici résister aux chocs, aux crises et aux défis lancés par les enjeux sociétaux de la Réunion sans avoir une équipe de militants derrière. Et ça donne de l'espoir. Et c'est pour ça que je pense que l'économie sociale et solidaire a un bel avenir devant lui parce qu'il a toutes les capacités. Et c'est un peu un enrichissement parce que quand vous regardez la composition du militant dans l'économie sociale et solidaire, je pense qu'à La Réunion, il y a une étude à mener et la recherche pourra aussi répondre, je pense, dans les années à venir là-dessus, une vraie plus-value à avoir des gens qui viennent du secteur public, de l'artisanat, du monde commercial. Voilà. Derrière les militants associatifs, derrière les militants que vous trouvez derrière les mutuelles et même aussi un certain nombre de coopératives, vous avez des gens qui viennent de tout le monde institutionnel, économique, public, parapublic du territoire. Et ils viennent apporter aussi leur regard à toutes ces organisations. Donc moi, je le vois plutôt comme une opportunité et une richesse. Merci. Pour qu'il n'y ait pas de discrimination, je vais répondre à la question avant de conclure, à la question d'AFI 974 qui nous dit « Qu'en est-il de la prise en charge du master association par les collectivités territoriales pour les formations non adaptées ou inscrites au catalogue du CNFPT
et par conséquent non financés. Alors cette question, je souhaiterais répondre de la manière suivante, c'est alors une double entrée. Premièrement, nous avons pas mal un certain nombre de personnes qui travaillent dans des collectivités territoriales qui se font former dans le cadre de la licence professionnelle et qui se sont fait former dans le cadre de la licence professionnelle, mais également dans le master association depuis qu'il a été créé. Donc aucune obligation d'être affilié au catalogue du CNFPT pour les prises en charge. Et deuxièmement, eh bien, nous sommes ravis de voir qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes qui sont passées par la licence professionnelle notamment occupent des postes à responsabilité au sein de collectivités territoriales, au sein d'Interco, en tant que responsable de services associatifs, responsable de services en insertion et même responsable de services en économie sociale ou en économie solidaire. Donc, il n'y a pas de fracture entre l'économie sociale et solidaire et la formation en économie sociale et solidaire et le monde des collectivités territoriales, en espérant avoir répondu à cette question. Nous arrivons au terme de cette première émission de la Web TV économie sociale et solidaire. Merci à l'ensemble des invités de cette troisième table ronde et dernière table ronde pour vos échanges très fructueux. Vous l'aurez compris à travers ces différents échanges, à travers les sujets traités, à travers les thématiques abordées, l'objectif n'était pas d'aboutir à des solutions définitives. Il y a énormément de questions qui ont été posées à travers un certain nombre de réponses. Donc l'objectif était véritablement d'ouvrir de nouvelles portes, ouvrir de nouvelles réflexions, poser de nouvelles questions de manière à alimenter le territoire, de manière à alimenter les échanges, les enseignements et même les recherches. Nous sommes dans le cadre d'un lancement et nous sommes aussi dans une situation de lancement d'idées et ces idées vont alimenter les futures émissions de cette Web TV. Et oui, il y aura d'autres émissions, notamment dans le cadre du mois de l'ESS 2019, puisque nous allons couvrir un certain nombre, à travers cette Web TV, nous allons couvrir un certain nombre d'événements qui alimenteront des émissions selon des formats différents. Nous aurons des reportages, des conférences, des événementiels, du direct, des débats, ici même sur des plateaux. Donc restez connectés, il y aura encore des choses à voir et à entendre de très intéressants sur l'économie sociale et solidaire. Parce que l'économie sociale et solidaire, c'est entreprendre autrement, c'est entreprendre différemment et c'est entreprendre de manière collective. Cette Web TV est également le fruit d'un travail collaboratif et d'un travail de coopération entre différents individus et différents établissements. Et je souhaiterais brièvement procéder à des remerciements. Merci à l'ensemble des invités qui nous ont fait l'honneur d'être ici, malgré la temporalité courte d'organisation de cet événement. Pour vos échanges également très riches. Merci à l'ensemble des partenaires financiers. Sans eux, nous n'aurions pas pu monter cette Web TV. Merci à l'ensemble des services de l'université, quel que soit le niveau, pour leur investissement. Et également sans l'université, sans ces services, on n'aurait pas pu être là ce soir à vous proposer ce programme. Plus particulièrement, un remerciement spécial à l'Institut du numérique et à la Dune. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là depuis des jours à travailler sur le décor, à travailler sur la réalisation. On a travaillé encore ensemble ce week-end. Merci pour votre implication, merci pour votre réactivité, merci pour votre bonne humeur, parce que nous avons travaillé également dans une ambiance assez fun. Merci également à l'IAE pour son investissement dans la recherche et la formation en économie sociale et solidaire et me permettre finalement de découvrir, de développer de nouvelles dynamiques comme celle-là. Merci à la CRES, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, et à l'ensemble de ses équipes et à ses administrateurs pour le travail monstrueux, sans être péjoratif, que vous faites depuis des années pour le développement, la structuration et la promotion de l'économie sociale et solidaire. Et merci également aux étudiants de licence professionnelle, mais également du master association. Sans vous, cela n'aurait aucun intérêt. Et merci, un remerciement spécifique aux étudiants de la licence professionnelle gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire. Vous nous avez fourni en questions
très pertinentes. On souligne la qualité de vos interrogations et de vos réflexions et de vos remarques. Je sais que le travail n'a pas été facile, mais vous l'avez réalisé et vous l'avez bien réalisé. Bravo à vous. Je finirai en vous souhaitant, vous qui êtes ici, mais également ceux qui sont également chez eux via YouTube, eh bien, merci pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et également recevez nos salutations solidaires. À très bientôt.